Bonjour tout le monde, Yorana Notato. Aujourd'hui, on se refait une présentation, encore et toujours des vidéos de présentation. Donc là, c'est un peu particulier parce que c'est une vidéo que j'essaye de faire depuis longtemps. J'ai dû faire au moins 126 000 prises. Il y a toujours eu un petit souci, donc soyez indulgents avec moi. J'espère que c'est la dernière, mais la bonne prise. Alors, pas de surprise, hein, vous avez reconnu le logo donc, de chez Jingong. Donc Jingong, c'est un des acteurs principaux d'Airsoft dans l'entrée de gamme. Ils ont d'autres marques qui vont faire comme ASP du haut de gamme, enfin en tout cas un truc un peu plus péchu, quoi, un petit peu mieux fini. Là, c'est Jingong. Alors, je m'attarde quand même sur le packaging. D'habitude, je m'en fous complet. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de bons points à retenir. Donc, je vais l'ouvrir, vous allez découvrir la réplique, il n'y a pas de mystère. Paf. 209 € et de la bonne mousse. Exit le polystyrène blanc. Maintenant, c'est la troisième réplique de Jingong que je possède. J'avais pris le petit Scorpion, donc l'AEP, enfin oui AEP, et le Bardis cheap à 60 € je crois, donc celui avec la coque de la gearbox en plastique. Et c'était du polystyrène blanc. Le contenu reste le même, c'était juste voilà, la matière pour le maintien de la réplique qui a changé. Là, on est sur du 209 €. Ben moi, j'aime bien. C'est pour ça que j'en profite pour en parler. Et voilà donc, vous le vouliez, il est là. Bon, on va quand même se faire un tour du contenu. Donc, la petite feuille rajoutée par le distributeur en France. Le truc classique, le manuel d'utilisation, une cible pour le tir et l'ajustage du hop-up. Je mets ça de côté, c'est pas intéressant, lisez-le, mais c'est pas, moi ça m'intéresse pas. Et voilà donc la bébête. Donc je précise, c'est un M14 EBR, EBR pour Enhanced Battle Rifle. C'est un fusil de combat amélioré. Donc c'est la dernière amélioration du M14 américain. Alors je vais le sortir quand même. Non, attendez, on va faire déjà le tour des accessoires. Un chargeur en métal high cap. Je crois qu'il y a, vous pouvez mettre 200 billes dedans. Donc avec la fameuse molette. Hein. Je le garde, mais je suis pas fan des high cap. Vous avez avec ça le sachet de billes dégueulasse 0,20. C'est de la 0,20. Un chargeur de batterie et la batterie NIMH Mini Tamiya. C'est une 1100 mAh en 8V4. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus vraiment personne qui utilise la NIMH, on va dire en France. Hein. Tout le monde passe après sur la lipo, on obtient de bien meilleures performances. Alors, je vais quand même sortir. Elle est bien maintenue. Hein. Le transporteur, il m'a mis un POC à l'arrière du carton, mais la réplique en elle-même, elle a rien. De toute façon, il y a une deuxième feuille juste en dessous pour le protéger d'en dessous, justement. Yeah. Alors. D'ailleurs, on va. Voilà. Qu'attendez-vous pour nous mettre ça dans toutes les répliques? Absolument pas toutes. Pour la petite anecdote, j'ai un HTS 14 de Hephaestus, donc ceux qui savent ce que c'est, vous savez le prix, hein. Je vais pas me faire mal à le dire maintenant, mais ça n'était pas fourni. Donc ça doit coûter quelques centimes, c'était pas fourni. Voilà, le petit truc de Teddy. Je vais mettre tout l'emballage de côté, on s'en fout maintenant. Hop là, rock and lock. Donc on va se concentrer, on a vu hein, l'emballage, mais on va rester concentré sur la réplique en elle-même et son petit chargeur pour faire sympa. Je vais l'accessoiriser au fur et à mesure de la vidéo pour vous montrer tout son potentiel et ce qui fait que cette réplique m'a séduit, de par son aspect déjà, parce qu'elle a quand même un bon look là. Alors, brièvement, le MK14 ou M14 EBR, je sais pas laquelle est bonne de désignation, c'est la dernière version connue. C'est la version la plus moderne du M14 classique. Le M14, ça a été leur premier fusil d'assaut dans les années 60. Je veux dire, le standard actuel du fusil d'assaut, ça a été leur tout premier fusil d'assaut. Ça a été celui qui a eu la plus courte durée dans l'armée des États-Unis. Il a été très vite remplacé par le M16. Par contre, il est resté en tant que DMR.
Donc ils ont enlevé le full automatique, ils l'ont laissé en semi, et c'est celui qui est resté presque 60 ans en tant que DMR. Maintenant, pour cette réplique, en tout cas, nous avons ici une réplique qui va mesurer 89 cm cross non déployé, oui, on va dire ça, et 110 cm. Alors pour la déployer, vous avez un bouton sous l'appui-joue, vous tirez vers le bas, et vous pouvez la déployer. Une fois entièrement déployée, là elle n'est même pas si elle est entièrement déployée. Une fois déployée, vous avez une réplique de 110 cm. 110 cm, ça commence à faire long pour une réplique. Hein. Je pense que certains G3 doivent faire cette longueur. Ouais, on ne doit pas être loin de la canne à pêche. Alors, vous avez aussi l'appui-joue qui est réglable en hauteur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà, je vais vous montrer, vous avez un appui-joue, un rail Picatinny ici. Je ne sais pas encore à quoi il sert. Voilà, le fameux bouton de verrouillage et déverrouillage de la crosse est ici. Je vais la ranger déjà, ça fera moins de place pour le cadrage. Pour régler votre appui-joue, vous avez un levier ici, à l'arrière de la crosse. Vous avez une dizaine, vous avez allez, grand max 10 cm de plage de réglage pour l'appui-joue. Par contre, le verrouillage est nul, parce que là je reverrouille la crosse et pourtant, bon, maintenant je comptais pas l'utiliser. Même si la crosse est jolie, l'appui-joue, je comptais pas l'utiliser. Hop là, je vais le remettre dans le bon sens. Donc 110 cm max, réplique full métal, enfin full Zamac. Le métal, enfin celui qui va répondre au test de l'aimant, c'est la visserie, le reste c'est du Zamac. Hein. Peut-être de l'aluminium pour le châssis, je sais pas trop. Donc on a une réplique full métal avec des rails Picatinny sur les 4 côtés du garde-main. Vous avez quand même une bonne section ici. Un canon interne de 460 mm pour 6,03 de diamètre interne. Donc ça fait un bon, c'est déjà une longueur suffisante pour une réplique DMR ou ASSO. Ce sera à vous de choisir votre utilisation en jeu. J'ai pas pu tester sa qualité malheureusement, hein, on est encore en confinement, donc je peux pas vous dire si c'est un bon canon 6,03 ou si c'est de la merde. Vous pouvez, si vous le changez par contre, vous pouvez gratter 1 cm dans le cache-flamme, sachez-le. Cache-flamme d'ailleurs, on en parle, il est en 14 mm positif. Si vous comptiez rajouter un silencieux, oui, silencieux ou modérateur de son, c'est pareil. Pensez à prendre le bon filetage. Là, c'est du positif la plupart du temps. Maintenant, de toute façon, ils sont fournis avec les deux. Une réplique qui pèse 5 kg 250, si je dis pas de bêtises, c'est lourd. Le gros problème, c'est que, on va dire que le châssis en lui-même, donc garde-main supérieur, tout le châssis, la crosse, donc il y a la poignée pistolet, pèse à lui tout seul 2 kg 100. Le reste, c'est avec le boîtier de culasse, canon externe, tube d'empreinte gaz et la gearbox fera le reste du poids. Malheureusement, au niveau de l'équilibre, c'est vraiment mauvais. Pour parler plus simplement, vous avez l'impression que les 4 kg de la réplique sont là, mais vraiment là. Donc ça va vraiment vous faire pencher en avant. Ça va tirer un peu sur les coudes, donc faites attention à votre utilisation. Ensuite, on a donc une gearbox type V7 au standard de Tokyo Marui, donc faites attention aussi quand vous faites des upgrades. Prenez-le au bon standard. Câblage en avant, la batterie se loge sous le garde-main. Il y a une très grosse place qui est dédiée à la batterie, c'est un bon point là-dessus. Bloc hop-up, pareil, bloc hop-up standard V7, hein, donc Tokyo Marui, au standard M14, pardon. Pour l'accéder, il vous faudra enlever systématiquement le chargeur. Vous avez la roue de réglage qui est ici, elle est crantée, ça tient, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la qualité des blocs hop-up M14, faites peut-être très attention à vos choix si vous les upgradez, il y a quand même pas mal de soucis avec. Qu'est-ce que je vais dire de plus sur l'aspect général de la réplique, enfin, sur les spécifications techniques? Je vais en rester. Ah si, vous avez, voilà, c'était le point, quand même le gros point positif aussi de cette réplique, c'est que le spring guide est monté sur une vis de réglage de puissance. Ce que je veux dire, c'est que grosso modo, vous allez pouvoir rallonger la longueur de votre spring guide, ce qui va venir augmenter la puissance de votre réplique. Sur Airsoft Entrepôt, elle est annoncée à 380 fps de base au minimum. Donc vous pouviez avoir vous avez
une fourchette de réglage de 30 à 40 fps, ce qui était théoriquement censé vous donner du 380 à 420 fps max. Moi j'ai pas que sur la réplique que j'ai reçue, minimum elle était déjà à 420 fps max. Donc j'ai changé au sort par un M90 et je suis à 325 avec un M90 en gardant le reste de la configuration actuelle. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je l'accessoirise un peu et qu'on continue après à parler des points positifs et négatifs. Juste avant de commencer l'accessoirisation, ce que je voulais absolument vous montrer, c'est 2-3 petits accessoires qui n'étaient pas fournis avec la réplique, mais que vous pouvez trouver dans pas mal de shops, notamment. Alors, par exemple, on va plutôt commencer par celui-là, parce que pour cette réplique, il peut être intéressant. Alors, c'est bêtement un petit rail Picatinny qui vient se mettre ici. Et en fait, voilà, je vais pas le serrer parce que je compte l'enlever juste après. Ça vous permettre de mettre votre lunette à cheval. Voilà, vous la fixiez ici. Je sais pas si mes doigts parlent assez pour vous. Mais grosso modo, vous veniez fixer la lunette là, plutôt que de devoir la mettre ici pour l'équilibrage de la réplique. Moi, je n'ai pas de lunettes en fait pour vous montrer, pas de lunettes suffisamment grandes en tout cas pour vous le montrer en deux morceaux. Et ensuite, donc il y avait ce type. Ah, il tombera pas plus bas. Alors, je l'ai retrouvé le deuxième. Et sinon, vous aviez le truc plus classique. Et ça, c'est bêtement en fait pour ceux qui veulent. À la base, sur l'arme en elle-même, ça servait en fait à installer les lames. C'est ça, c'était des lames qui contenaient les cartouches. On imagine que vous n'avez pas vidé votre chargeur, que vous ne souhaitiez pas switcher de chargeur tout de suite pour pas sacrifier les balles qui restent au fond. Paf, si vous avez ça installé, vous tirez le levier d'armement. Faites attention, sans hamac, le levier, le relâchez pas comme une brute. Vous insérez les cartouches par le dessus. Ça vous permettait de remplir le chargeur sans avoir à le changer. Voilà. Ici, aucun intérêt, c'est purement esthétique. Ensuite, bon là j'ai enlevé une des vis déjà, mais vous avez bien 3 vis de fixation pour votre garde-main, donc l'espace de stockage de la batterie. Il n'y a pas de garde-main avec un rail Picatinny disponible aujourd'hui. Il y en a peut-être eu par le passé, mais ça ne se fait plus. Malheureusement, les quelques sites où j'ai pu trouver des garde-mains, c'était surtout des armureries, donc c'était du RS. Je ne sais pas si les cotations étaient bonnes pour une réplique d'Airsoft, mais si vous disposez de petits rails Picatinny, sachez-le, moi par exemple, j'avais ce petit rail Picatinny Keymode, qui ne me servait pas. Il avait 3 trous aussi, exactement comme sur le garde-main de la réplique. Et ben c'est compatible, ce qui vous permet de rajouter une poignée sous le garde-main. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, il faut que les 3 trous aient exactement 4 cm d'espacement. Dans 4 cm, en prenant le centre du trou à effectuer. Et là, normalement, ça passe, vous pouvez rajouter la poignée, le grip que vous voulez. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'accessoiriser maintenant, et on se retrouve juste après pour voir un petit peu les points négatifs et positifs, et une petite conclusion sympa. Voilà. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, je vous reprends une fois tout accessoirisé. Donc j'ai tenu à vous présenter avec, on va dire, la version classique du M14 connue, tout simplement pour mettre en valeur donc le gros point positif de cette plateforme, c'est sa modularité. Vous avez vu, on peut rajouter quand même un paquet d'accessoires. Là j'ai essayé de rajouter tout ce que j'avais qui allait passer sur ce type de réplique, pour vous montrer un peu la bête que ça peut être. C'est justement cette qualité qui m'a fait craquer. C'est un achat compulsif. Ça faisait longtemps que je cherchais un M14 EBR avec cette crosse là dans des prix acceptables. Aujourd'hui, c'est la moins chère du marché, tout simplement parce qu'elle n'a aucun marquage officiel. Il n'y a que donc, le petit gribouillis Jingong qui est présent.
Maintenant, tous ces accessoires, vous vous doutez bien que si vous avez déjà 5 kilos de base, là, ça va vous les exploser les bras. En comparatif avec une M14 classique, il y a 3 kilos de différence à peu près. Donc faites votre choix. Celle-là, moi je l'ai gardée pour un DMR. Alors je vous la présente parce que c'était une des raisons pour laquelle j'ai fait au moins 60 000 reprises de cette vidéo. C'est qu'en faisant une des vidéos, elle est tombée et je l'ai pété. Et j'ai cassé la crosse. Voilà. Je vais vite l'enlever pour pas pleurer devant vous. Mais, hop là. Là où ma M14 classique était destinée à du DMR à 3 kg, ça le faisait. Là, c'est une version que je vais garder avec le mode automatique, donc à 350 fps, à 5 kg. Je crois que je vais faire un échange en fait d'utilité avec la M14 classique. Hop là. On va maintenant s'attarder au jeu des qualités et des défauts, hein, parce que vous vous doutez bien que on en a quand même, hein, c'est une réplique, on va dire cheap quand même. Donc ce que je propose, c'est qu'on commence par les qualités. Déjà, c'est la réplique la moins chère du marché pour cette version bien spécifique, hein. Et je reprécise encore une fois, c'est parce qu'elle ne dispose pas de marquage. Elle a en plus de ça donc un châssis full métal modulable avec plein de rails Picatinny aux 4 coins du garde-main, donc ça en fait un véritable porte-avions. Un ball catch, une fois n'est pas coutume, actif. Alors faites attention, encore une fois, c'est du Zamac, ça casse très vite. Pour le désactiver, putain ça devient lourd, hein, les mains. Pour le désactiver, alors je vais le retenir un peu de l'autre côté, hein. Voilà, vous appuyez sur le bouton et il se relâche. Donc le levier d'armement ici est plus que décoratif, hein. Donc on parlait du châssis modulable, poignée pistolet c'est quand même un plus, une crosse réglable c'est un gros plus, un canon d'une bonne longueur c'est un bon plus aussi. Quoi d'autre? Une V7, alors moi c'est ce que j'ai entendu, j'ai jamais vérifié, hein. J'ai pas encore eu l'honneur de péter une gearbox. Mais les V7 sont censés être, avec les V3, les gearbox les plus solides du marché. Câblage avant avec une immense place pour la batterie. Aujourd'hui, il y a des répliques super sympas, mais pour la batterie, démerdez-vous, trouvez ce que vous pouvez. Vous pouvez en plus de ça la passer avec un NPEC, hein, la Tamiya comme la DIN passe dans les trous usinés sur les côtés pour connecter la batterie à un NPEC. En point positif, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. Là c'était des trucs évidents parce que j'ai pas pu la tester encore, hein, comme je le disais. Donc je disais la gearbox est censée être indestructible. Moi je l'ai déjà démonté, hein, donc je sais ce qu'il y a dedans. Et je peux vous dire qu'avec tous les défauts qu'il y a à l'intérieur, elle fait le taf, hein. Je vais revenir maintenant du coup sur les défauts, on va en parler. Les performances. Ça, c'est un des principaux défauts de la réplique, à savoir. Donc, vous avez une étanchéité merdique, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le bloc pneumatique, je l'ai nettoyé et j'ai regraissé le petit joint pour que le joint O-ring se dilate un peu pour avoir une meilleure étanchéité. Et déjà, de 1, il est percé. Vous avez un canon de 460 mm et ils vous l'ont percé ici. J'ai pas compris. Moi, j'ai le même canon pour mon MP5K, hein, donc 140 mm de canon interne. J'ai le même cylindre, je veux dire, que pour mon MP5K. Là, l'étanchéité, c'est ça, regardez. Et c'est pareil avec le nozzle. Alors, donc on a une étanchéité médiocre, pour pas redire merdique. Il y avait 2 lubrifiants différents qui ont été appliqués à 2 dates différentes. Donc j'avais su sur les engrenages le truc classique avec une couleur douteuse, qui était là depuis Mathusalem, qui était tout dur, donc qui était là avant le transport. Et j'en avais une deuxième sur tout le bloc pneumatique, blanche, très fluide. Alors Téflon ou lithium, je sais pas, mais en tout cas elle n'a pas été appliquée à la même date, ça c'est sûr. On a un moteur axe court, alors c'est plus court qu'un axe court classique, sachez-le, c'est sur tous les M14, c'est comme ça. Donc si vous voulez l'upgrader, il va falloir retravailler l'axe du moteur. On a donc un moteur high speed aux fraises.
Il n'y a pas d'aimant néodyme dedans, donc il est vraiment pas top, quoi. Mais comme je disais dans les aspects positifs, c'est que malgré tous ces défauts, donc un cylindre qui est pas du tout à la bonne dimension, pour moi en tout cas, qui n'est pas à la bonne dimension comparé au canon interne, qui a une étanchéité aux fraises et un moteur faiblard, et ben il me sortait du 420 fps de base. Donc c'est cohérent, voilà. Point négatif, le Zamac, du Zamac absolument partout. Tellement que au bout de 10 minutes, la vis pour le réglage du sight arrière, donc ça c'est un bricolage que j'ai refait, mais elle s'est barrée, je sais pas si c'était avant l'expédition, donc j'ai pas retrouvé la vis, mais elle a duré 10 minutes, voilà. 10 minutes de manipulation tranquille, hein. Du Zamac dans les sights, c'est très mauvais, ce sont les genres de trucs qui vont lâcher très vite, donc déjà ça m'a lâché sans me prendre une liane, mais j'imagine bien la sight avant, prendre une liane et disparaître au fin fond de la forêt, et démerde-toi pour la retrouver. Donc le levier d'armement, il faudra faire attention, ça va casser, ça va casser très vite. La peinture, donc là elle est mate, hein, je sais pas si même avec mon éclairage douteux, si vous aviez des doutes, c'est bien mat, elle va disparaître très vite, elle va très vite se marquer, hein. Bon, c'est le cas de toutes les boîtes d'airsoft, hein, même en GBBR, en GBB, on a les mêmes soucis, c'est pas un truc grave. Le plus grave en point négatif dedans, hein, mis à part les 420 fps, c'est la crosse. Vous avez. Et là, j'ai essayé d'arranger un peu le truc. Je vais vous dire comment d'ailleurs. Donc, vous avez un jeu. Il y a un jeu immense dans la crosse. Alors, en plus d'avoir un jeu immense dans la crosse, il faut savoir que quand je l'ai réceptionné, il y avait du jeu dans la poignée pistolet aussi. Et le problème, c'est que la poignée pistolet, elle est fixée à cette cage. Et la cage avait du jeu avec le reste du châssis. Manque de bol, qu'est-ce qu'on a en dessous? Eh bien, vous avez la cage moteur en dessous. Et qu'est-ce qui est maintenu à la cage moteur? Le bouton de verrouillage de crosse. Donc, quand vous avez du jeu là, à peu près tous les points de fixation, et que vous avez le moteur en dessous, vous n'êtes pas serein, je vous le dis, hein. Donc, pour ceux qui ont ce souci, il y a un petite astuce. Moi, je l'ai enlevé, mais ici, il y avait une petite plaque de couche. Bon, elle était bêtement collée avec un cutter, vous faites le contour, et ça s'enlève tout simplement. J'ai redévissé la vis qui fixait la poignée pistolet, je l'ai dévissée. Vous avez une autre vis qui est apparente, qui est à peu près située ici. Vous pouvez pas y accéder même avec une clé Allen assez courte, tout simplement parce que c'est mal foutu à cet endroit-là. Vous pouvez pas y accéder même en enlevant le trigger guard. Donc j'ai resserré la deuxième vis ici, ce qui permet en fait de resolidariser le bloc moteur, enfin la cage ici au châssis. Donc vous reliez déjà ce souci-là. La vis qui est là, après c'est pareil, il faut essayer de la maintenir au maximum au bon couple de serrage pour finaliser le jeu qu'il y a dans la poignée, dans la cage moteur. Et après vous refixez votre poignée, vous resserrez bien tout ça. Et logiquement, il y a déjà plus de jeu dans l'ensemble poignée à l'emplacement du moteur. Cependant, pour ce qui est de la crosse, vous en aurez toujours. Alors, à moins de venir bricoler une cale dans les passants, je ne sais pas comment faire. Je regarderai sur les tutos. Bon, c'était après un truc. Moi, je m'y attendais. Voilà, on est sur Jingong. Ce n'est pas du LCT, je veux dire. Je ne vais pas faire de la lèche à LCT, mais c'est ça, quoi. Il faut pas oublier que c'est 209 €. C'est un peu cher, mais quand on parle d'airsoft, pour 200 €, vous pouvez avoir des très très bons modèles comme de la super merde d'une grosse marque, quoi. Bref. En conclusion, je dirais donc que si vous cherchez absolument un modèle similaire à celui-là, c'est le moins cher du marché. Donc, moi j'invite tous ceux qui savent bricoler une V7 ou tous ceux qui connaissent un shop qui pourront vous le faire sans trop vous bouffer le budget, de foncer dessus, hein. Si vous vous en foutez des marquages, prenez-le. Si vous voulez des marquages, à savoir sur le boîtier de culasse,
Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon autre M14, je vais vous le montrer. Si vous souhaitez changer quelques éléments externes, sauf le châssis, bien sûr, GEP produit des pièces d'externe. Voilà. Et sur l'externe du GEP, vous avez des marquages, mise au point de merde. Voilà. Vous avez des marquages de Springfield Armory. Donc c'est un petit plus, voilà. Donc c'est pareil. Il existe des canons externes en deux tailles. Donc cette version EBR, on va dire carabine, et la version standard plus longue, en deux teintes différentes. Alors je sais pas, il y a un qui est gris et un qui est noir. Pour moi, c'est kiff kiff. La seule différence, c'est la dizaine d'euros qui les sépare. Sinon, en accessoire, vous serez un peu limité par les pièces, comme je vous ai dit. Vous allez devoir bricoler un rail pour le garde-main. Le reste, après, c'est suivant les goûts de chacun et chacune. Voilà, j'espère qu'au moins cette petite vidéo vous aura diverti le temps du confinement. Et surtout, restez bien tranquille à la maison. Et restez fort. Voilà, je vous casserai pas plus les couilles avec cette histoire de confinement. BFM TV le fait suffisamment H24. Pensez juste à votre famille, à vos voisins, à vos proches, et essayez de rester le plus possible à la maison. Voilà. Sur ce, bon visionnage et puis bonne journée à toutes et à tous. Nana.